se termine merci, et qui se termine le 31 mars. Donc, il reste encore là, des activités là, dans les prochains jours. Donc, ce midi, on a la chance de recevoir 3 conférencières, Sophie Ami Sultan, Virginia Flores Martinez et Farah Désiré, que je pourrais vous présenter là, de manière plus précise là, avant chacune de leurs interventions, qui vont mettre en commun 3 perspectives au sujet des impacts du racisme et de la discrimination sur la santé mentale. Juste vous dire qu'étant donné qu'on est vraiment un très grand nombre de personnes, puis probablement qu'il y en a d'autres qui vont se connecter là, dans quelques minutes, on n'aura pas nécessairement l'occasion d'avoir une période de questions à l'issue des 3 conférences, étant donné que notre temps est quand même assez limité, mais on va vous laisser nos contacts dans le chat à la fin de la conférence. Donc, n'hésitez pas à nous contacter là, si vous avez des questions ou des commentaires à la suite des conférences. Donc, si tout est beau, je vais sans plus tarder, je vais inviter Dr. Farah Désiré, qui est médecin de famille et médecin de conseil à la Direction régionale de santé publique de Montréal, qui va venir mettre la table un petit peu pour la conférence avant de reprendre la parole en fin de conférence. Donc, Farah, je te laisse la parole. Bien, merci Stéphanie, merci vraiment à vous tous de vous être présentés aujourd'hui. C'est vraiment un honneur pour nous d'avoir cette conférence. Donc, sans plus tarder, on va débuter. Donc, on va discuter aujourd'hui de l'impact du racisme et de la discrimination sur la santé mentale. Prochain. Aujourd'hui, nous allons discuter donc de la santé mentale des populations racisées, immigrantes et issues des minorités ethno-culturelles. L'acronyme qu'on a trouvé, c'est PRIM. Donc, au courant de la présentation, je vais probablement dire cet acronyme-là pour parler de ces populations-là. Suivant. Donc, les primes sont en augmentation à Montréal. 38% de la population montréalaise s'identifie à une minorité visible. Pour bien comprendre, il faut préciser la signification du terme minorité visible. C'est un terme utilisé par Statistique Canada. Il représente les groupes de minorités visibles qui comprennent donc les Sud-Asiatiques, les Chinois, les Noirs, les Philippins, les Latino-Américains, les Arabes, les Asiatiques du Sud-Est, les Asiatiques occidentaux, les Coréens et les Japonais. Donc, c'est les personnes en répondant au recensement qui s'identifient elles-mêmes à ces groupes. Plus du tiers des Montréalais sont nés à l'étranger. Lors du dernier recensement de 2021, 652 000 immigrants étaient sur le territoire montréalais et 85% des immigrants du Québec sont établis dans le Grand Montréal. Donc, on voit que c'est une population qui a une grande ampleur sur le territoire. Prochaine diapo. Donc, c'est ça. On parle du racisme, de la discrimination ethnique et religieuse. Quels sont les faits au Canada? Donc, les crimes haineux au Canada. Donc, ce tableau montre l'évolution des crimes haineux au Canada dans les dernières années. Le nombre de crimes haineux au cours de la deuxième année de la pandémie a augmenté de 27%, mais ce qui faisait suite à une hausse de 36% enregistrée en 2020. Prochaine diapo. Les crimes motivés par la haine d'une race ou d'une origine ethnique ont augmenté de 6% en 2021, mais après avoir affiché une hausse de 83% en 2020. Prochaine diapo. Ici, c'est un tableau tiré du baromètre Éco 2020 de la Ville de Montréal sur l'inclusion des personnes immigrantes. C'est un rapport de l'Institut de recherche de l'intégration professionnelle des immigrants. Ce rapport présente des résultats d'un sondage qui a été administré en ligne par Léger entre le 20 février et le 29 mars 2020 et qui a rejoint quand même 2500 Montréalais, dont 1250 personnes immigrantes. C'est une initiative très intéressante qui a été portée par le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal, le BINAM. Donc, concernant la discrimination, on y apprend que 60% des personnes interrogées et qui s'identifient à une minorité visible ont perçu au moins une forme de discrimination dans les 5 dernières années ou depuis leur arrivée à Montréal. Prochaine diapo.
À Montréal, l'appartenance ethnique et la couleur de peau sont les raisons de discrimination les plus rapportées par les personnes issues des minorités visibles interrogées. Les personnes qui s'identifient à une minorité visible ont 3 fois plus de risques de déclarer avoir subi de la discrimination sur le marché du logement et les personnes immigrantes ont 8 fois plus de risques de déclarer avoir été victimes de discrimination en emploi qu'une personne non immigrante. Prochaine diapo. Alors, qu'en est-il de la santé mentale et des populations racisées? Donc, dans une étude récente de Statistique Canada faite en 2020 sur les répercussions de la COVID-19 sur les Canadiens, l'étude rapportait des résultats inégaux en termes de santé mentale pour les populations racisées, c'est-à-dire issues des minorités visibles. En effet, cette étude a démontré qu'au Canada, comparé aux personnes blanches, une proportion plus élevée de personnes issues des minorités visibles, soit 28%, ont déclaré que leur santé mentale était passable ou mauvaise. Prochaine diapo, oui. Donc, dans cette même étude, les participants, membres des groupes des minorités visibles, étaient également plus susceptibles de déclarer des symptômes correspondant à un trouble d'anxiété généralisé, modéré ou sévère dans les 2 dernières semaines précédant leur participation à l'enquête. Alors, voilà, maintenant, je vais laisser la parole à Dr. Sophie Amisultan. Oui, merci Farah. Donc, juste avant d'accueillir Dr. Ami Sultan, donc juste vous parler brièvement. Donc, Dr. Ami Sultan, elle est sociologue clinicienne et professeure à l'École de travail social de l'Université de Montréal. Puis, ses recherches portent principalement sur la complexité psychosociale des rapports d'interculturalité, tout en tenant compte des phénomènes sociaux de racisation et de discrimination et aussi des processus socio-historiques telles que la colonialité, la décolonialité et de transmission intergénérationnelle. Et elle travaille notamment là, sur la construction de soi des personnes descendantes de migrants. Donc, on va l'accueillir pour une présentation. Je vous laisse la parole, Sophie. Merci beaucoup, Stéphanie. Je vous remercie de m'avoir invitée. Merci à Farah de m'avoir contactée. Je vais vous partager tout de suite mon écran parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, vous voyez, tout le monde voit? OK. Donc, je vais commencer par vous présenter le plan que je vais suivre. Donc, d'abord, faire un rappel rappel des faits de discrimination et clarifier un peu le concept de race. Donc moi, je vais apporter un peu un aspect théorique parce que je pense que c'est important, même si pas mal de personnes le savent, mais c'est quand même important de resituer l'histoire pour comprendre nos représentations. Ensuite, aborder le racisme comme phénomène social, les formes actuelles de racisme, et puis parler des conséquences de ce racisme, notamment sur l'identité des personnes descendantes de migrants, puisque je travaille là-dessus, donc dans le contexte d'interculturalité, puis quelques recommandations pour finir, pour aborder ces questions-là. Alors, rappel des faits de discrimination. Donc, tout d'abord, un fait récent, on sait que la période de la pandémie nous a montré justement les effets des inégalités sociales dès qu'il y avait une crise dans la société. La période de la pandémie a montré particulièrement que les personnes noires ont davantage été touchées par la précarité, notamment Statistique Canada a montré que justement dans les 3 derniers mois de la pandémie, le taux de chômage des Canadiens noirs était 70% plus élevé que celui des Canadiens n'appartenant pas à une minorité visible. Donc, c'est encore le terme que reprend Statistique Canada. Donc, ça nous montre bien qu'elles ont été les plus impactées par les restrictions pandémiques et se sont retrouvées au chômage, ce qui n'a pas été le cas des personnes ayant donc des emplois de bureau. Hein, donc, on peut faire le parallèle entre l'école blanc et l'école bleue. On voit aussi que le racisme et la discrimination touchent aussi les personnes socialisées au Québec et pas seulement les personnes migrantes récentes. Donc, la discrimination n'est pas forcément due, par exemple, à une question de langage ou des aspects d'insertion dus à la migration,
puisqu'elle touche des descendants de migrants socialisés dans des institutions éducatives québécoises et canadiennes, ce qui peut montrer justement que cette discrimination est aussi due à du racisme. D'ailleurs, les premiers groupes touchés sont les personnes autochtones et en haut de l'échelle de la précarité, les femmes autochtones qui ne sont pas des personnes migrantes, donc ce qui peut nous renvoyer à l'histoire coloniale. Je n'ai pas vraiment le temps de rentrer dans les détails, mais peut-être un peu resituer l'histoire un peu du concept de race pour comprendre cette question du racisme et de la racisation qu'on va voir plus tard. Alors, la question de la race, on va retourner en Europe, hein, la question de la race apparaît davantage en Europe, en premier lieu, en lien avec la question du sang, donc dans l'histoire européenne. Alors, la question du sang, à la fois pour la noblesse, hein, on va dire être né de bonne race, ça signifiait avoir du sang bleu, et donc d'avoir accès à des privilèges quand on était noble. Parallèlement, parce que ce n'est pas linéaire, parce que c'est une articulation de processus, c'est aussi lié au sang de l'appartenance religieuse. En effet, la domination catholique à l'époque a opprimé les communautés juives, qui ont d'ailleurs subi des pogroms au XIIIe siècle, où à cette époque-là, être de bonne race, c'était être catholique et pouvoir montrer que les parents, voire les grands-parents, étaient catholiques. Donc les personnes avaient déjà au XIIIe siècle des papiers où devaient pouvoir montrer qu'elles étaient d'ascendance catholique. Alors, c'est beaucoup plus tard, comme je l'ai dit, ce n'est pas linéaire, et c'est l'articulation de différents processus historiques, mais aussi sociaux et sociétaux, qui ont fait que cette idée de pureté du sang va se croiser avec le développement de la science, notamment au XIXe siècle, et on voit apparaître des théories comme la science des races, notamment par exemple l'anthropologie raciale, qui va associer la variété humaine non plus à une cause divine ou géographique, mais à une hérédité irréversible appuyée sur la biologie comme déterminisme et comme justification de la différenciation et de la supériorité de l'homme blanc. Donc ça se fait en articulation à la fois avec la colonisation et aussi les grandes explorations qui ont donné la colonisation, par exemple, de l'Amérique. Pourtant, donc ça, ce sont les croyances du XIXe siècle. Pourtant, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et on sait ce qui s'est passé à la Seconde Guerre mondiale, donc je parle de la Shoah, de l'extermination des populations juives par les nazis. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a découvert l'ADN, et donc on sait qu'au sein de l'espèce humaine, le concept de race n'a plus de valeur scientifique. Pourtant, aujourd'hui, il est toujours utilisé, mais il va davantage dénoncer la racisation des rapports. Donc, il faut faire attention aussi à ne pas trop employer ce mot-là, parce qu'il est beaucoup employé dans la littérature anglophone. Et il faut bien comprendre que l'espèce humaine, c'est une seule race. Donc, une petite citation, juste pour montrer que la science a invalidé donc l'association entre couleur de peau et race, démontrant par le biais de la génétique que le phénotype, l'ensemble des caractères observables d'une personne, ne se recoupait pas avec le génotype, son patrimoine génétique. Pourtant, cet amalgame demeure encore présent dans l'esprit de nos jours. Or, si la pigmentation de l'épiderme est un fait biologique, les caractères qui y sont associés, les catégories raciales qui ont été élaborées à partir d'elles, sont le résultat d'une construction historique et sociale. La couleur noire est en outre celle de l'histoire que l'histoire a le plus façonnée, on le sait avec le commerce triangulaire et l'esclavage. Elle a fait l'objet d'une multitude de croyances bibliques, mythiques et scientifiques. En effet, l'histoire a beaucoup agi sur les corps, donc les représentations qu'on se fait du corps noir, mais aussi par exemple du corps asiatique, de la femme asiatique. Voyons maintenant le racisme comme phénomène social. Donc déjà, le racisme se caractérise par un certain type de relations sociales. Il va s'inscrire dans l'héritage de la colonisation et de l'esclavage qui a produit les rapports de domination et de hiérarchisation des peuples et qui ont forgé les représentations de la différence phénotypique, comme on vient de voir,
Et c'est ce processus qui est la racisation, hein. En français, on dit racisation, en anglais, on va dire racialisation. Donc, bon, c'est juste une question de langue, mais quand vous dites racialisation, ça vient de l'anglais. Ainsi, la racisation octroie à l'autre une incapacité au changement, à l'altérité. L'individu serait par nature différent et inférieur. Le racisme est donc un acte qui peut être idéologique, hein, on peut croire mordicus qu'il y a vraiment des races inférieures, ou lié à une absence de compréhension de la construction historique et des représentations. Alors, je vais changer de titre parce que je vais sauter une diapo. Ensuite, les formes actuelles de racisme. Donc, actuellement, on sait, hein, le racisme n'est pas toujours visible. Dans ses formes actuelles, il a été défini, notamment dans les années 60, par Carmichael et Hamilton, notamment à travers le racisme institutionnel, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, les auteurs ont montré que les afro-descendants subissaient du racisme dans les institutions, hein, ils n'arrivaient pas à finir leur parcours scolaire. Ce racisme institutionnel, ce concept a donné la naissance du concept racisme systémique, qui est la production sociale d'inégalités raciales dans les décisions concernant les gens et dans le traitement qu'ils reçoivent. L'inégalité raciale n'est pas naturelle, pas plus qu'elle est inhérente à la nature humaine. Au contraire, elle résulte des aménagements économiques, culturels et politiques d'une société. Elle est le produit d'une combinaison de constructions sociales selon lesquelles les races sont réelles, différentes et inégales, qu'on appelle justement la racialisation. Donc, deux autres définitions, je ne vais pas lire, je vous laisserai les lire. Ensuite, il y a le racisme qu'on appelle le racisme visible. Alors, ce racisme visible, il est interindividuel. Il a lieu aussi dans les microagressions, que vous devez déjà connaître ce terme. Je suis désolée. Microagression, racisme, qu'on appelle aussi un racisme ordinaire. Donc, ça va être un racisme basé, par exemple, sur les pratiques culturelles. On va inférioriser les pratiques de l'autre, hein. Mes pratiques à moi sont meilleures que celles des autres. Par exemple, manger avec une fourchette, c'est mieux que manger avec des baguettes. Ou le racisme basé sur des critères sociaux. On va davantage, par exemple, attribuer à une communauté le fait d'être toujours sur l'aide sociale. Ça va être des critères sociaux. Ça va être aussi l'humour. On va voilà, faire de l'humour sur des communautés en particulier. Le paternalisme, c'est-à-dire qu'on va parler davantage à un enfant, comme à un enfant, à une personne qui parlerait avec difficulté une des langues officielles, ou alors le fantasme, l'exotisme, le folklore, tout ça peuvent rentrer dans le racisme. Par exemple, le fantasme, dire, ou l'exotisme, ces Asiatiques ou ces Vietnamiens, parce que je suis d'origine vietnamienne, ces Vietnamiens, ils sourient toujours, qu'est-ce qu'ils sont gentils. Donc, c'est vraiment coller une image à une personne sans vraiment connaître vraiment son histoire ou vraiment pourquoi ce sourire. Donc, dans ce racisme en général, par exemple, on a aussi le profilage racial qui est un peu à l'intersection à la fois d'un racisme systémique et d'un racisme interindividuel. Pourquoi systémique? Parce que le profilage racial est souvent une action qui est prise et qui est faite par une personne d'autorité. Donc, on peut imaginer que c'est dans un système, néanmoins, c'est fait par une personne, donc de manière subjective. Le racisme systémique, donc, inclut aussi le racisme individuel, hein. On l'a vu avec la mort de Madame Joyce Echaquan, la femme de la nation Atikamekw. On a vu comment le système l'a prise en charge et comment l'interaction individuelle a eu des conséquences sur ce qui va conduire finalement à son décès. Alors maintenant, regardons la question de l'identité et des conséquences du racisme. Avant de commencer, juste clarifier que les perceptions de l'identité, pour tout le monde, c'est à la fois une identité portée, donc c'est-à-dire la manière dont on va se sentir,
exister, hein, le sentiment d'être nous, hein, d'avoir des éléments singuliers, et la manière dont on va nous assigner une identité, c'est-à-dire la manière dont on va nous percevoir. Donc ces deux les éléments ne peuvent pas être dissociés l'un de l'autre, hein, ils vont ensemble, ils sont combinés ensemble. Donc c'est quelque chose de tout à fait, je dirais, normatif. Là où ça devient problématique, c'est quand cette identité assignée, eh bien, elle est due à des stéréotypes, des représentations et qu'elle induit des souffrances et notamment des problématiques de santé mentale. Alors, j'ai fait un petit schéma tiré à la fois de mes recherches de manière globale. Donc, vous voyez au milieu, c'est se construire avec le racisme. Donc, ça concerne notamment les personnes de deuxième génération, en sachant que l'adolescence est complexée, d'autant plus complexifiée quand on est à l'articulation des problématiques d'intersectionnalité. Donc, se construire avec le racisme a des conséquences sur la construction identitaire. Tout d'abord, cela produit un manque de reconnaissance de soi, à la fois affectif, parce qu'il va être lié aussi à la famille, cette reconnaissance de soi va être liée aussi à la famille, et aussi dans le social. Dans le social, les questions de racisme vont faire que ces personnes ne vont pas se sentir reconnues et donc appartenir à une société. C'est-à-dire que la reconnaissance et l'appartenance sont fondamentalement liées. D'un autre côté, il y a des problématiques aussi parfois dans la famille, puisque souvent les deuxièmes générations, troisièmes, sont jamais assez authentiques, hein, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas suffisamment comme les parents, de la même origine que les parents. Ils ne sont pas des vrais, par exemple, si je prends le cas des Vietnamiens, des vrais Vietnamiens pour la famille, et puis ils ne sont pas des vrais Québécois pour les Québécois. Ça, on l'a vu à travers différentes recherches. Le poids dans leur identité, c'est aussi la question de la parentification, on le sait, qui doit aussi s'articuler avec un mal-être identitaire et des sentiments de culpabilité et de déloyauté qui vont se jouer à la fois envers les parents, mais à la fois aussi de manière très intérieure. Donc tout ça va induire des charges mentales et des conséquences dans la vie personnelle, évidemment, et amicale, puisque voilà, le mal-être identitaire, toutes ces articulations vont faire que, évidemment, il y a des conséquences sur ma vie personnelle. Tout ça va induire des formes de résistance, des mécanismes de défense dans la vie personnelle de ces personnes. Donc, on a vu que ça peut renforcer d'autres appartenances, donc des appartenances communautaires. On va plutôt avoir tendance à se regrouper avec des personnes qui, justement, nous reconnaissent comme on est. Donc, c'est ce que j'ai appelé, par exemple, les communautés imaginaires d'appartenance, c'est-à-dire qu'on va se sentir appartenir à une communauté très large de personnes, par exemple, migrantes, exclues. Ça peut donner aussi naissance à des dénis de la différence, hein, pour être perçu comme semblable, c'est quelque chose qu'on a vu aussi. Des luttes et engagements qu'on a vus récemment, parce que les comportements ont changé, notamment chez les personnes, ou des replis identitaires. Ça entraîne aussi des pertes de confiance en soi et des méfiances de l'autre. Donc, méfiance de l'autre, c'est méfiance souvent des personnes occidentales, des personnes blanches. Je le vois dans mes travaux de recherche, où justement la question de la blanchité va parfois créer une peur, une insécurité de se dire qu'est-ce qu'on va me dire, comment on va m'interpeller, quelles questions on va me poser, etc. Donc tout ça, suivant la subjectivité des personnes, la manière dont elles se sont construites, fragilise plus ou moins l'identité. Et donc peut conduire à des problématiques de santé mentale, notamment parce que l'ensemble de cette construction identitaire va jouer sur l'estime de soi, la méfiance. Donc voilà, je vais finir rapidement parce que je suis un peu en retard. Donc quelques recommandations. Reconnaître son implication, hein, savoir connaître son histoire et le rapport au monde pour pouvoir justement avoir une relation avec l'autre, comprendre ce que l'on représente,
reconnaître que les personnes qui sont issues de l'immigration ou qui ont un héritage migratoire ont le même droit que nous d'appartenir au pays d'arrivée. Et puis ne pas aussi s'enfermer dans la culpabilité, notamment pour les personnes blanches, et comprendre que la question de la blanchité, qui est souvent nommée quand on parle de privilège blanc, par exemple, elle est à différencier du racisme entre individus, mais elle doit être comprise plutôt comme des mécanismes de construction structurelle et socio-historique qui doivent être transformés. L'idée, c'est vraiment de comprendre ce processus dans l'interculturalité plutôt que de victimiser les personnes. C'est pas les personnes ne sont pas à plaindre, mais savoir qu'on les comprend, savoir qu'on a conscience qu'il existe du racisme, ça permet beaucoup d'apaiser, en fait, d'apaiser les souffrances et au moins de considérer l'autre comme un semblable avec qui je peux discuter, notamment dans l'intervention, c'est aussi apaisant. Et puis, questionner ses savoirs et ses pratiques dans des perspectives décoloniales, mais je n'ai pas le temps d'en parler ici, mais voilà, si vous avez des questions à me poser, je serai disponible. Merci. Désolée pour le retard. Pas de problème, c'est parfait. Merci beaucoup, Sophie, pour ce partage d'informations très riche. Je vois qu'il y a une question, peut-être il y en a qui sont arrivés un petit peu après. Là. Malheureusement, pour le moment, on ne va pas nécessairement prendre de questions parce qu'on est vraiment nombreux aujourd'hui. Donc, on va poursuivre avec la présentation de Virginia et Farah. Puis on verra peut-être à la fin si on a le temps pour des questions. Puis sinon, je précisais au début qu'on va laisser nos coordonnées. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou des commentaires, à nous les envoyer par courriel là, à la fin si on n'a pas le temps pour les questions. Donc, on va poursuivre, puis on verra là, à la fin si on a quelques minutes là, de disponibles pour des questions. Donc, gardez-les en tête. Donc, on va passer à la présentation de Virginia Flores. Donc, juste rapidement, donc Virginia, elle est coordonnatrice administrative à la Maison multiethnique Myosotis, qui est un OBNL en santé mentale qui offre des services à une clientèle assez diversifiée, mais plus particulièrement aux personnes à faible revenu qui proviennent de différentes communautés culturelles de l'île de Montréal, mais aussi des environs. Elle a toujours été passionnée par le milieu communautaire, puis elle a une expérience là, de plus d'une dizaine d'années en tout ce qui est petite enfance, milieu carcéral et santé mentale. Puis, elle a vraiment comme objectif là, dans sa carrière de poursuivre le soutien aux populations défavorisées pour améliorer leur qualité de vie au quotidien. Donc, sans plus tarder, là, je vais laisser la parole à Virginia. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de vous voir aujourd'hui ici parmi nous. Merci Farah, merci Stéphanie de m'inviter. Donc, voilà, ils m'ont présenté, mais mon nom c'est Virginia Flores, je suis coordonnatrice administrative de la Maison multiethnique Myosotis. Et notre organisme est une OSBL qui, depuis 32 ans, offre l'aide psychologique à prix modique à une population issue de l'immigration, provenant de différents milieux ethniques. Donc, notre équipe de travail, puis si on peut passer la diapositive, comme ça, on va pouvoir voir un petit peu. Voilà. Donc, notre équipe de travail est composée presque en sa totalité, et c'est important, je remarque de certains faits parce que je trouve que c'est important. Et donc, notre équipe de travail est composée presque en totalité, 99,9%, pour des professionnels, et je remarque professionnels, issus de l'immigration. Donc, notre équipe clinique est composée par 4 psychologues, 2 psychothérapeutes, une travailleuse sociale puis une intervenante psychosociale. Nos membres ont la possibilité, c'est-à-dire membres, patients, clients, comme vous voudrez l'appeler, nous on l'appelle nos membres, ont la possibilité de consulter en 7 langues. Donc, maintenant, je voudrais vous guider un petit peu, vous amener un petit peu mes chiffres, nos statistiques un petit peu, pour que vous puissiez comprendre un petit peu la réalité qu'on trouve sur le terrain, OK? Donc, si on peut passer, voilà, ça c'est la bonne diapositive. Donc, 78% 78% de nos membres sont d'ailleurs, viennent d'ailleurs. Donc, nos membres sont en grande majorité des immigrants provenant de l'Amérique latine, Afrique, Asie, Caraïbes et l'Europe. Quand on parle de diagnostic, on peut identifier que les 58% de nos clients, de nos membres,
souffrent d'anxiété et dépression. 50% de nos membres consultent dans une autre langue que l'anglais et le français. C'est important à remarquer parce qu'il y a beaucoup d'immigrants qui parlent le français comme langue maternelle, mais chez nous, la moitié de nos membres consultent dans une autre langue que l'anglais et le français. Pour ce qui est le genre, mais on a 79% de nos membres qui sont des femmes et 88% de nos membres sont dans une situation financière précaire. Donc ça, c'est juste pour vous mettre un petit peu dans le contexte, OK? Si on peut passer à la prochaine diapositive. Quand on parle à l'expérience clinique chez la maison multiethnique Myosotis, j'ai voulu consulter avec mes collègues pour voir un petit peu leur point de vue. Puis je vais vous partager les témoignages de notre travailleuse sociale Liliane Rachedi, puis aussi de notre collègue, notre psychothérapeute aussi, Madame Saint-Paul. Donc, elle nous partage qu'en clinique, les expériences qui nous sont partagées par les clients sont reliées essentiellement au milieu de travail, aux relations avec les différentes instances et institutions et au niveau des droits. Quand on parle du milieu de travail, par exemple, dans l'accès à l'emploi, il y a du racisme sur le patronyme. Ou les possibilités dans l'avancement d'emploi, bon voilà, on trouve qu'il y a une invisibilisation des compétences puis une chute des statuts professionnels. Quand on parle au niveau des relations avec les instances, pour donner un exemple, quand un enfant issu de l'immigration va avoir comme des problèmes à l'école, voilà, on trouve que les suivis avec les parents se font moins rigoureux, voire absents. Donc, en ce qui concerne le droit des immigrants qui sont dans nos bureaux, partagent souvent une banalisation de leurs revendications et une présomption des mensonges. Donc, quand les personnes sont dans un arrêt quelconque et puis reçoivent certaines prestations, on va douter de l'état mental de la personne qui bénéficie de ces prestations. Par la suite, Mme Rachedi insiste qu'il faut avoir une perspective interculturelle critique, OK? Donc, ça, c'est comme des points qu'on peut partager, mais ce sont pas comme clinicienne. Donc, la perspective interculturelle critique et que cette perspective intègre l'antiracisme. De plus, il ne faut pas se contenter avec valoriser la culture, prôner le dialogue et la communication. Elle veut critiquer les structures en place, dénoncer les rapports de pouvoir et les injustices basées sur la, entre guillemets, race. Donc, on peut passer à la prochaine diapositive. On donne des cas pratiques, puis je pense que peut-être tout le monde qui est venu ici aujourd'hui avec nous pourrait sortir de sa pochette des expériences, n'est-ce pas, des exemples. Moi-même, je peux partager aussi des exemples des histoires que j'ai vécues, mais on les remet un petit peu comme dans des sections. Donc, qu'est-ce que notre collègue, Mme Saint-Paul, nous partage? C'est intéressant parce qu'il dit que c'est difficile à se prononcer sur les sujets tellement il y a à dire, n'est-ce pas? Donc, ce qui est intéressant, qu'elle dit que la plupart des personnes qu'elle rencontre dans sa pratique ont fait l'expérience de discrimination et de racisme. Mais ce n'est pas cela qui influence à leur santé mentale, sinon l'accumulation de ces expériences. Donc, c'est intéressant dans les exemples qu'elle donne. Par exemple, une cliente a vécu un traumatisme médical car on lui a refusé l'administration de l'antidouleur. Je peux vous dire que ce n'est pas la première fois que j'entends ça, c'est pas mal populaire. Et par la suite, une madame dans l'épicerie s'est fait insulter car elle vient d'immigrer, puis elle ne maîtrise pas encore la langue. Donc aussi, et c'était très, très intéressant à remarquer, il y a plusieurs clients qui partagent leur frustration par rapport à l'image véhiculée des immigrants par certains médias et certaines prises de position politiques. Car ils sont très conscients que ça peut contribuer à leur expérience de discrimination et de racisme au quotidien. Donc, l'impact que les médias puis que les partis politiques peuvent avoir. Par la suite, Madame Saint-Paul voulait remarquer que des fois, disons, quand il y a des problèmes, des problématiques à niveau de santé mentale, c'est juste normal que quand une personne a suivi ces accumulations de ces expériences, c'est tout à fait normal que la personne puisse développer soit l'anxiété, soit la dépression, soit la manque d'estime de soi. Donc, c'est tout à fait normal. Il ne faut pas pointer la personne, oh, toi, tu as la tendance A, ou toi, tu es plus faible, tu es moins dur. Des fois, dans nos pays d'origine, des fois, la santé mentale n'est pas si, disons,
répandu. Donc, peut-être, on vient penser que c'est par rapport à nos forces personnelles. Donc, par la suite, je voudrais partager avec vous, si on peut passer la prochaine diapositive. Est-ce qu'on peut changer la diapositive? Parfait. Ça, je voulais vous donner un petit bonbon aujourd'hui parce que je trouve que on parle beaucoup, n'est-ce pas? Puis il y a beaucoup de choses à retenir, mais en lisant des articles, je trouvais ce petit extrait d'une entrevue que Madame Monica Williams, une professeure à l'université, professeure de psychologie à l'université d'Ottawa. Je trouve qu'elle a extrêmement bien résumé et mis dans un petit paragraphe comment le racisme affecte-t-il à la santé mentale. Donc, je veux le lire. Donc, c'est comme une mort à petit feu. Les microagressions, ce sont des échanges brefs et quotidiens, sous forme de commentaires en apparence anodins et des gestes subtils qui envoient des messages dénigrants aux personnes de couleur. Une accumulation de ces microagressions et de discriminations au fil du temps peut blesser et décourager celles et ceux qui sont en cible. Vivre dans la crainte constante d'être rabaissé par les autres peut devenir traumatisant et provoquer une forme de stress post-traumatique, parfois appelé traumatisme racial. Les actes manifestes et cachés de racisme sont douloureux, ont été liés à des symptômes de dépression, d'inquiétude, d'anxiété, de stress, de toxicomanie, d'agoraphobie, de paranoïa et même de psychose. Le racisme systémique limite les possibilités des personnes racialisées, ce qui ne fait que perpétuer les cycles de racisme. Je voulais nommer en gros les mots paranoïa, toxicomanie, stress, anxiété, parce que c'est ça qu'on pourrait ressentir si on est victime de ces microagressions puis on est exposé à ça au quotidien, OK? Donc, par la suite, si on peut passer à la prochaine diapositive, je voulais laisser comme mes petites réflexions finales. Sur le terrain, comme on a vécu, mais je veux dire, je voulais juste donner comme un petit, pas de chiffres, pas de théorie, n'est-ce pas? Mais je voudrais dire que la Maison multiethnique Myosotis, en tant qu'organisme en santé mentale, joue un rôle important dans le processus de guérison et rétablissement de nos membres affectés par cette problématique. Pourtant, et je voudrais dire pourtant, nous tous, en tant que membres de la société, nous avons l'opportunité de faire partie de la solution à travers de la prévention et la sensibilisation. Nous devons faire un exercice d'introspection pour réévaluer notre manière de penser, communiquer et cohabiter. La lutte contre le racisme ne va pas commencer chez les autres. La lutte contre le racisme doit commencer chez nous, chez soi. Donc, je voulais vous laisser avec une petite phrase de Martin Luther King qui m'a fait beaucoup penser à ce sujet depuis toute la préparation de cette réunion. Donc, nous avons appris à voler comme des oiseaux et à nager dans la mer comme des poissons, mais nous n'avons pas appris l'art simple de vivre ensemble entre frères. Donc, juste pour vous dire que des fois, de temps en temps, dans la société, très couramment, on se trouve avec des problématiques dans lesquelles on ne peut rien faire. Puis, on n'a qu'à être des observateurs. Mais ici, avec cette problématique, la solution est entre nos mains. Donc, je vous encourage à étudier, à lire, à vivre, à partager, à saluer, à voir la personne que vous avez à côté, puis commencer à lutter contre le racisme chez vous. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Virginia, encore une fois, là, pour ce partage très riche. Donc, encore une fois, on va essayer de voir si à la fin, là, on a le temps pour quelques questions. Mais sans plus tarder, encore une fois, je vais maintenant laisser la parole à Farah Désiré, que vous avez vu là, au début, qui est médecin de famille et médecin conseil à la Direction régionale de santé publique de Montréal. Donc, elle est médecin de famille depuis 14 ans maintenant à Montréal, puis elle a toujours œuvré là, auprès des populations les plus marginalisées. Elle a notamment été médecin de famille dans le réseau des centres jeunesse de Montréal, puis après avoir complété un micro-programme en santé internationale à l'Université de Sherbrooke, elle a été médecin de famille auprès des demandeurs d'asile au CLSC de Côte-des-Neiges et aussi depuis le début de sa carrière, là, elle a toujours maintenu en simultané une pratique en milieu hospitalier où elle exerce actuellement à l'hôpital Notre-Dame.
Et puis, elle a récemment complété une maîtrise en santé publique à l'Université McGill et rejoint notamment la Direction régionale de santé publique de Montréal. Donc, Farah, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci aussi à Virginia et Sophie pour vos présentations. Allons tout de suite voir la perspective populationnelle de la santé mentale chez les personnes racisées. Suivant. Abordons les déterminants sociaux de la santé. Donc, les déterminants sociaux de la santé sont les facteurs sociaux et économiques qui influencent la santé des gens en bien ou en mal et de nombreuses façons. Ce sont des conditions sociales qui interagissent pour influencer notre santé et notre bien-être, des circonstances dans lesquelles naissent, grandissent, vivent, travaillent et vieillissent les individus. Les déterminants sociaux de la santé font aussi référence au système plus large qui influence la vie des gens. Ces déterminants peuvent augmenter ou diminuer le risque d'une personne de développer un problème de santé mentale ou une maladie mentale et peuvent limiter l'accès à des soins de santé physique ou mentale appropriés et en temps opportun. L'Organisation mondiale de la santé, dans le rapport final de la Commission des déterminants sociaux de la santé, mentionne que la répartition inégale des facteurs qui nuisent à la santé n'est en aucun cas un phénomène naturel. Elle résulte des effets conjugués de politiques et de programmes sociaux insuffisants, de modalités économiques injustes et de stratégies politiques mal pensées. Suivant. Donc, on voit ici l'ensemble des déterminants structurels et les conditions de vie au quotidien constituent les déterminants sociaux de la santé. Donc, on a les facteurs structurels dont font partie le racisme et les conditions de vie dans lesquelles vivent les gens et sont à l'origine d'une grande part des inégalités en santé observées, soit entre les pays, mais aussi à l'intérieur des pays. Suivant. Alors, voilà. La réduction des inégalités en matière de santé est une question d'équité et de justice sociale. Mais comment y arriver? Par des actions universelles, mais dans une ampleur et une intensité proportionnelles au niveau des avantages. L'objectif étant d'appliquer des services universels à tous et de répartir l'effort et les ressources proportionnellement aux besoins. Ceci a été explicité dans une étude sur les inégalités sociales en santé faite en Angleterre en 2010, intitulée Fair Society, Healthy Lives de Marmot Review. Suivant. Ici, c'est un diapositive qui explique en fait les rôles de la santé publique en matière d'équité en santé. Donc, on va parler de 4 grands rôles: évaluer et faire rapport, modifier et orienter les interventions, établir des partenariats avec d'autres secteurs et participer à l'élaboration des politiques. C'est le Centre de collaboration des déterminants de la santé qui a fait cette proposition. Suivant. Donc, quand on regarde la santé mentale, quelle perspective de santé publique? Donc, dans un rapport d'orientation traitant des rôles de la santé publique en matière de promotion de la santé mentale et du mieux-être mental des populations, les centres de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé, donc s'appuyant sur des consultations faites en 2010, il y a proposé une vision pour aborder la promotion de la santé mentale et du mieux-être des populations. L'accent est mis sur une approche populationnelle qui vise à promouvoir la santé mentale de façon universelle et tout au long de la vie en réduisant les inégalités sociales de santé. Et cette approche-là entraîne des gains sur le plan social, économique et la santé pour tous. Donc, c'est vraiment de voir que la santé mentale, dans le fond, c'est un résultat positif pour toute la société. L'espoir, un but, un sentiment d'appartenance et un sentiment que la vie a un sens, ils sont nommés comme étant des principes directeurs utiles pour tous les futurs efforts de promotion de la santé mentale et du mieux-être mental des populations au Canada. Suivant. Du point de vue de la santé publique, la promotion de la santé mentale doit aller au-delà des circonstances individuelles et agir au-delà des efforts de prévention et de l'orientation précoce vers des traitements et des services. Les instances de santé publique reconnaissent que la santé mentale et les déterminants sociaux de la santé sont interreliés.
En effet, les inégalités sociales et structurelles viennent détériorer une santé mentale déjà fragilisée, de même qu'une mauvaise santé mentale peut intensifier des inégalités vécues. Guidé par l'équité en matière de santé et en restant ancré dans son rôle essentiel qui est celui de façonner les facteurs sociaux et structurels qui influencent les inégalités en matière de santé mentale, les instances de santé publique doivent identifier et appliquer des approches populationnelles afin de favoriser une santé mentale positive pour tous les individus. Suivant. Le racisme et les discriminations raciales, ethniques et religieuses comme déterminants de la santé mentale. Donc, elles sont un déterminant important de la santé mentale et elles affectent les populations immigrantes et racisées de nombreuses façons, notamment par des traumatismes sociaux, indirects et subis, des inégalités sociales et des soins médicaux inadéquats, inappropriés ou dégradants. Suivant. Le racisme doit être compris comme un des facteurs principaux à l'origine des inégalités en matière de santé des populations racisées, et ce, peu importe leur statut économique. Déjà dans les années 1800, Rudolf Virchow disait que toutes les maladies ont deux causes, une pathologique et une politique. Jusqu'ici, le monoculturalisme, c'est-à-dire l'eurocentrisme, a été la norme. On s'est peu intéressé à la façon dont les inégalités en matière de santé qui affectent les populations racisées émergent dans un contexte social, politique et économique plus large. L'accent ne doit plus être mis sur des populations racisées à haut risque, la génétique ou la culture, mais bien sur les causes profondes de ces inégalités, en l'occurrence le racisme et les discriminations raciales, ethniques ou religieuses. En ne reconnaissant pas que la population entière est essentiellement diverse, on marginalise et on invisibilise les inégalités en matière de santé vécues par des populations racisées. Suivant. Donc, l'approche antiraciste, donc je laisse ici la citation en anglais. L'antiraciste est une stratégie éducative et politique orientée vers l'action en vue d'un changement systémique et politique qui s'attaque aux problèmes du racisme et au système interdépendant d'oppression raciale. Le but d'avoir une approche antiraciste dans la santé publique, c'est donc le but de le traitement équitable, systématique des personnes de toutes les races qui se traduit par des opportunités et des résultats équitables pour tous. Tous les individus sont en mesure de réaliser leur plein potentiel dans la vie, indépendamment de leur race, de leur appartenance ethnique ou de la communauté dans laquelle ils vivent. Ici, la prochaine diapo. La prochaine encore, pardon. Donc, en santé publique, voici quelques actions qui sont nécessaires et qu'on peut mettre en action à différents niveaux de gouvernance. D'abord, il est primordial d'avoir des données, donc de mettre en évidence les besoins, identifier et surveiller les inégalités raciales en matière de santé et le racisme structurel. Ensuite, il faut aller élaborer et mettre en œuvre des politiques au sein de systèmes de santé et autres secteurs. Donc, à l'intérieur même de nos institutions, on doit avoir des politiques antiracistes si on veut arriver à mettre en place des programmes antiracistes auprès des populations. On doit travailler en partenariat et favoriser les pratiques intersectorielles et les alliances. Et on doit toujours travailler en faisant la promotion de la justice raciale dans les services et le monde du travail. Prochaine diapo. Donc, bien que ça a l'air d'un défi très important, je voulais en fait vous montrer qu'en Ontario, on a établi un plan stratégique contre le racisme. Je ne vous détaille pas tout en détail, mais c'était seulement un truc que vous pourrez lire pour voir que dans le fond, il est possible de mener ces actions-là avec différents critères, comme en mettant un accent sur la sens systématique, une approche d'action pan-gouvernementale collective, et en parlant aussi de l'universalisme ciblé que j'ai appelé tout à l'heure l'universalisme proportionnel, et visé sur la sustainability, donc la viabilité de nos actions. Voici la prochaine diapo.
aussi des idées qu'on peut mettre en action pour diminuer l'impact du racisme sur la santé. Donc, que ce soit de limiter les ségrégations géographiques, de renforcer les lois contre les crimes haineux et autres. Vous pourrez aussi aller lire les différentes idées. Alors, un peu pour revenir sur ce que disait Virginia, le racisme, c'est l'affaire de tous. Le racisme n'est pas seulement le problème des personnes qui le subissent, mais c'est un enjeu de société et tous ont un rôle à jouer pour l'enrayer. Le mot de la fin, je voulais vous laisser avec un mot, le Ubuntu. C'est un mot qui a été mis de l'avant, promu par l'archevêque Desmond Tutu, qui était un acteur, un activiste dans la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Donc, dans un discours qu'il a donné le 26 décembre 2021, le 26 décembre 2021, l'archevêque Desmond Tutu est décédé, mais en 2008, il avait tenu ce discours. Je vais vous lire une citation. « Un des adages dans notre pays est le Ubuntu, l'essence d'être humain. L'Ubuntu traite particulièrement du fait que l'on ne peut pas exister en tant qu'être humain en isolation. Il traite de notre interconnexion. Tu ne peux pas être humain pour toi seul. Et quand tu as cette qualité, Ubuntu, tu es réputé pour ta générosité. Nous voyons trop souvent comme de seuls individus, séparés les uns des autres, alors que l'on est connecté et que ce que l'on fait affecte le monde entier. Lorsque l'on fait du bien, cela se répand. C'est pour l'ensemble de l'humanité. Alors voilà, je concluais comme ça pour nous laisser réfléchir à l'avenir, aux possibilités, puis à la force de travailler ensemble pour faciliter l'équité et la justice sociale. Merci beaucoup, Farah. Donc, une troisième intervention encore très riche. Et puis, je pense que Virginia qui voulait rajouter un petit quelque chose, là. Oui, je voulais juste profiter tellement on a du monde aujourd'hui. C'est juste un petit post-it pour peut-être vous connaissez, peut-être vous-même vous vivez. Donc, on voudrait juste passer le message à travers des Myosotis que si vous avez été victime du racisme, si vous connaissez quelqu'un, vous devez leur rappeler que le fardeau, ce n'est pas un fardeau qui doit amener toute seule. Il ne doit pas charger ce fardeau tout seul. Ces séquelles ont besoin d'être traitées par des psychologues, psychothérapeutes. Donc, s'il vous plaît, invitez-les à consulter. Il y a beaucoup d'organismes qui peuvent offrir la psychothérapie avec des personnes de leur même culture. Donc, qui font aussi, comme ça va être beaucoup plus facile de s'exprimer peut-être. On a constaté ça aussi dans nos chiffres. Donc, s'il vous plaît, ce n'est pas un fardeau que vous devez charger tout seul. Allez consulter. Merci. Merci beaucoup, Virginia. Donc, je remercie encore là, nos trois conférencières, Sophia Sultan, Virginia Flores et puis Farah Désiré. Il nous reste juste un petit 5 minutes, là, donc on n'aura pas spécialement le temps là, de prendre des questions, mais je vous ai laissé dans le chat mes coordonnées. Donc, moi, je travaille là, avec Farah à la Direction régionale de santé publique. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, besoin de compléments d'information, que ce soit là, pour Sophie, Virginia ou Farah. Là, donc, je pourrais tout à fait transmettre là, les questions, commentaires à nos conférencières. On vous rappelle aussi que, un peu comme en lien avec ce que Virginia vient d'évoquer, si vous ou quelqu'un de votre entourage a besoin d'aide et de soutien là, pour faire face à des enjeux de racisme, discrimination, de détresse psychologique, ma collègue Gabrielle va mettre aussi dans le chat des ressources qui existent, là, que vous pourrez vous-même utiliser ou transmettre à des personnes de votre entourage. On a aussi élaboré à la Direction régionale de santé publique une infographie de 2 pages avec comme titre « Parler de racisme, c'est prendre soin de sa santé mentale ». Donc, dans cette infographie-là, vous retrouverez quelques chiffres, quelques définitions. Aussi, on revient un petit peu sur les impacts du racisme et de la discrimination sur la santé mentale, des moyens pour protéger sa santé mentale face au racisme, des ressources de soutien et enfin aussi des conseils
pour devenir un allié, là, comme Virginia le précisait à la fin de son intervention, hein, que c'est l'affaire de tous. Et pour l'instant, l'infographie, elle est disponible en français et en anglais, mais très prochainement, elle sera disponible aussi dans 8 autres langues. Je rappelle aussi que la conférence là, va être disponible en rediffusion sur la page YouTube de Santé Montréal, donc dans les prochains jours, certainement, hein, si vous connaissez des gens à qui que ça pourrait intéresser ou qui n'ont pas pu participer, qui aimeraient entendre ce qui a été dit. Et juste rappeler aussi, là, comme je le disais au début, là, que notre conférence est organisée aussi dans le cadre de la Semaine d'action contre le racisme. Donc, vous pouvez toujours aller visiter la page web parce qu'il reste encore des beaux événements qui auront lieu jusqu'au 31 mars. Donc, si vous voulez y participer, vous pouvez aller visiter le site web. Et puis, ben, on voit qu'il y a un grand intérêt sur le sujet. Donc, peut-être qu'on organisera éventuellement d'autres conférences ou d'autres événements là, en lien avec ces thématiques-là, qui est vraiment, comme Farah l'a dit, là aussi une question de santé publique. Donc, c'est quelque chose sur lequel on travaille à la Direction régionale de santé publique. Donc, voilà un petit peu. Donc, je vous remercie vraiment encore une fois aux participants, à nos 3 conférencières d'avoir été présentes aujourd'hui. Ce fut très rapide, juste 1 heure. Finalement, on se rend compte que c'est peu pour le sujet, la complexité du sujet. Mais comme je disais, on essaiera de voir si on peut organiser d'autres événements, conférences là, dans les prochaines semaines, prochains mois pour parler plus en profondeur de la thématique. Donc, merci beaucoup à tous et à toutes pour votre participation. Merci encore aux 3 conférencières. Merci à tout le monde. Merci beaucoup.